Salut, vous savez que je vis à Bordeaux. Je défends cette ville partout, pourtant ça n'a aucun sens parce que pour le réseau, c'est loin d'être la meilleure option quand t'es un youtubeur francophone. Dans ce métier, comme dans beaucoup d'autres, il y a une ville qui règne presque sans partage, Paris. Et c'est très chiant. En revanche, ce qui est vrai sur YouTube ne l'est pas forcément pour une autre plateforme qui elle est en train d'exploser depuis à peu près 2 ans, Twitch. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je la sponsorise avec ma propre chaîne Twitch. Allez voir ma chaîne Twitch, ok? Si vous le faites pas, je vous bute. Quand t'es streamer, les options sont plus ensoleillées, tant une énorme partie du Twitch game français est basée à Montpellier. Alpha, Cola, Zera, Moment, Ava, Baguera, Shaw, ça pourrait durer encore longtemps. D'ailleurs, Shaw, reviens à Bordeaux, s'il te plaît. J'essaie de me trouver des camarades, ok? En parlant de lui, d'ailleurs, vous l'avez peut-être récemment vu partager ses vacances au Mexique. Très bon choix, alors que c'est pas forcément le plus évident dans notre profession. Tous les influenceurs partent en vacances, évidemment, mais dans notre métier, il y a une île ensoleillée qui vend quand même plus de rêves que les autres. Au point que plusieurs d'entre nous n'en reviennent en fait que des années plus tard. Malte. Alors, je vais clairement pas me faire que des potes avec cette vidéo, mais c'est un sujet qui flotte depuis un moment. Il y avait Zera qui avait vanné le sujet au 1er avril. Ponce aussi avait tiré dessus en live, enfin bref. C'est le truc qui fait grincer des dents sur Twitch. Dans le viseur, on trouve Locklear, Tuffer, Skyheart, Chelsea, Claradoxal, Bidule, le Royaliste ou même plus récemment David Lafarge qui est revenu en grande pompe depuis la hype Pokémon. D'ailleurs, pour info, j'ai essayé d'en contacter plusieurs avec les DM ouverts sur Twitter et il y en a aucun qui a répondu. La Valette, la capitale de Malte, c'est pratiquement la 3e ville du streaming francophone. Alors, pourquoi? David, dans une vidéo qui a moins d'1 an, l'explique comme ça. Parce que Malte possède également des avantages fiscaux partout. Tout est plus simplifié ici, c'est plus facile d'avoir une société, c'est plus facile de louer un appartement. Tout est beaucoup plus facile. Bon, pour les stars de télé-réalité à la Nabila où les 3/4 des ch'tis font du dropshipping à Palavas-les-Flots, c'est de notoriété publique que le repère c'est Dubaï. Ils ne paient aucun impôt, c'est le paradis du superficiel et c'est ce qu'ils vendent, d'être des ambassadeurs de la consommation et du paraître. Mais pour les streamers, c'est plus tendu. À 8 heures de vol de Paris, ne serait-ce que le décalage horaire ou si tu veux faire des collaborations physiques avec se rester sur l'hexagone, le travail se complique. Puis même, c'est absolument pas la même image qu'ils véhiculent. Et la France, reste ce qu'elle est. Un des pays les plus imposés au monde selon l'OCDE. Et bon, je peux comprendre que ça convienne pas à tout le monde. Moi par exemple, je pense que vous avez compris que je suis plutôt de gauche. Bon, sauf quand il faut payer l'URSSAF et les impôts. Là, d'un coup, j'ai des doutes. C'est une blague. Le fisc, non. Il y a le redressement fiscal demain qui arrive. C'est tellement le bordel. Et c'est à ce moment-là que la petite ancienne colonie britannique, d'un demi-million d'habitants, pas plus grande que 1,5 fois Marseille en pleine Méditerranée et à moins de 3 heures de vol de Paris, s'est profilée comme la bonne option. Comme l'explique David, tout est plus simple à Malte. Mais à quel point? Ok, donc là, c'est le moment où on retourne en cours de SES. En gros, quand t'as une entreprise, tu fais un chiffre d'affaires. Il correspond à tout l'argent que t'as fait en vendant tes trucs. Genre, tu vends une chaise 100 €. Oui, c'est une très belle chaise. Bon, t'as 100 € de chiffre d'affaires. Et de ce chiffre d'affaires, tu vas tirer un bénéfice. C'est ce que t'auras vraiment gagné après avoir déduit plein de choses, comme les charges sociales. C'est ce qui va servir en France à payer le chômage, la sécu, les retraites, par exemple. Tu déduis aussi les matériaux de ta chaise. Des outils pour travailler, tes bureaux. En gros, si pour ta chaise, t'avais 40 € de bois, 20 € de charges sociales et 10 € d'outils, ton bénéfice serait 100, moins 40, moins 20, moins 10, soit 30 €. Silence au fond de la classe, là. Tu vas voir, toi, j'ai pas te raté au conseil des parents d'élèves. Vous devrez me voir quand je m'enregistre tout seul, c'est quand même. Je suis tout seul dans cette pièce, donc des fois je pars en sucette vraiment. Heureusement qu'il y a personne pour me voir. Bon, partout dans le monde, ce bénéfice, on va te l'imposer. On va prendre un bout dessus qui va aller à l'État. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Et alors, ce que je viens de vous expliquer, il y a 1,5 million de variantes, mais c'est l'idée générale et c'est pareil pour les taux. Ça varie en fonction de plein de paramètres, mais la moyenne en France ces dernières années, c'était de 30%. On va y revenir. Avec l'impôt, on va te financer l'école, les routes et les infrastructures, l'armée, le gouvernement, la police, enfin t'as compris quoi. Bon, à Malte, c'est pas la même. Et quand on crée une société à Malte, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un taux effectif de 5% d'imposition par rapport à d'autres pays où il va être 28%, 33%, 35%. Lui, c'est Ali de la société Malte Conseil, dont c'est littéralement le travail d'accompagner des entrepreneurs à Malte pour qu'ils soient en règle. On a un peu discuté et il m'a expliqué quelques trucs. À Malte, on ne taxe pas de l'argent 2 fois. Retenez bien ça, Malte ne taxe jamais 2 fois. En gros, le taux de base officiel de Malte est de 35%, sauf qu'avec un système appelé le 6/7, le service des finances maltais te remboursera 6 mois plus tard 30 des 35%, faisant tomber le taux réel à 5% d'imposition sur les sociétés. Ah d'accord, c'est pour ça, d'accord, ok. La thune. Et ça, c'est un truc auquel les Maltais eux-mêmes n'ont pas accès. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, la logique dit, puisqu'on ne paye pas 2 fois l'impôt, un Maltais qui vit à Malte, si on remonte l'argent au bénéficiaire, il ne va pas être taxé une 2e fois. Donc, il n'y a aucune raison qu'il en profite. Mais un étranger, il peut remonter cet argent dans son pays d'origine. Et dans son pays d'origine, ça s'appelle une plus-value, ça s'appelle des bénéfices, ça s'appelle des revenus. Donc, il sera imposé sur ça. Et nous, on veut vous encourager à venir chez nous. Donc, on vous rembourse ce que vous devez payer. Et même si dans
l'autre pays, vous ne payez pas, nous, tous les étrangers qui viennent chez nous, ils peuvent profiter de ce système-là. Et donc, ce que font la majorité des investisseurs étrangers, influenceurs ou autres, ils vont créer cette société dans une autre juridiction où il n'y a pas d'impôt sur les dividendes. Et ben, ils vont me créer quelque chose, par exemple, à Dubaï, à Gibraltar, à Chypre, où ils ne sont pas imposés sur les dividendes. Les chefs d'entreprise se rémunèrent souvent avec des dividendes, et encore une fois, sans verser, ça coûte encore des taxes. Or, dans certains endroits du monde, c'est zéro. Oh, c'est trop stylé. Il y avait pas une mode comme ça à un moment où genre c'était un peu kikou, tu faisais ça? Ou non, c'était ça. Mais il y a ça aussi, qui est comme ça. Bon, le cours de la vidéo, je pense que ça mérite que j'éclaircisse un peu. Ce que vient d'expliquer Alice, c'est que les entrepreneurs font le plus souvent une société à Malte combinée à une holding dans un autre pays d'où ils tireront leurs dividendes gratos. Une holding, c'est une société qui détient d'autres sociétés. Alors c'est secret, impossible de savoir si nos influenceurs français se contentent de l'impôt sur les sociétés maltais ou si en plus de ça ils le combinent à une holding pour aussi éviter l'impôt sur les dividendes. Je suis youtubeur, très peu le fisc. Là, il n'y a pas de souci, c'est légal, parce que vous êtes résident fiscal maltais, la législation maltaise vous autorise d'ouvrir une holding ailleurs, donc vous êtes en totale légalité. Même par rapport à la France. Hein. Pour avoir ce statut fiscal intéressant, il faut que nos influenceurs restent au minimum 183 jours par an, pas forcément d'affilée, sur le territoire maltais. Et encore, vous n'avez pas tout vu, dans certains cas, il y a encore plus malin. Certains streamers cités au début de la vidéo sont des pros des jeux d'argent en ligne. Même là, il y a une combine. C'est-à-dire les traders, les joueurs de poker professionnels, les gens qui ont une activité en ligne, leur argent c'est souvent sur des plateformes quelque part. Et donc Malte ne taxe que l'argent que vous rapatriez à Malte ou vous gagnez à Malte. Donc cet argent-là, tant qu'il est à l'extérieur, il n'est pas taxé. Et donc, ce qu'ils font, ils vont rapatrier le minimum pour vivre et ils sont imposés que sur ce montant-là. Ah, j'avais oublié de tourner et de préciser que Malte n'a aussi aucune imposition foncière, pas de taxe d'habitation, aucun impôt sur la fortune et aucune imposition sur la vente d'un bien immobilier qui a été ta résidence principale pendant plus de 3 ans. Donc, si tu achètes à Malte pour y vivre et que tu revends 3 ans plus tard, rien de ce que tu auras gagné sur ta plus-value, la valeur qu'aura pris ton bien, ne te sera imposée. Bon, et après, il y a encore plein d'autres avantages sectoriels, notamment vis-à-vis des yachts, mais bon, je veux bien qu'on fasse du bif, mais là, on commence à s'éloigner des influenceurs. Donc c'est vraiment tout bénéf comme investissement et puis le prix de l'immobilier n'arrête pas de monter. C'est en moyenne 4-5 ans que les gens restent là-bas. Il y en a qui sont là depuis 15 ans, mais c'est rare. Pareil, si vous avez des salariés, à Malte, c'est 2 fois moins cher en charges sociales qu'en France. Alors évidemment, tout ça a des conséquences, ça a un coût, sinon ça serait trop facile. Tout ce qu'on paye a aussi quelque part un prix. Le système de santé, il est très bon, mais il faut aller dans le privé parce que si vous allez dans le public, vous avez 6 mois d'attente. Le niveau de l'infrastructure, les routes, etc., c'est pas... Moi, je vois quand je pars en France et je voyage ailleurs, je me dis, j'espère qu'un jour, on aura à Malte les mêmes routes, les mêmes ça. Donc, tout est par exemple, quand vous partez au chômage à Malte, vous n'avez pas beaucoup de choses. Hein. Il faut vraiment trouver du boulot très rapidement. C'est parce qu'on a un taux de charge qui est très faible, donc il n'y a pas de couverture pour protéger les salariés. Si en France, l'État pompe autant, c'est parce qu'il crache beaucoup. Oula, en 2018, c'est 1300 milliards qui ont été posés sur la table par l'État. 31%, c'est quasiment un tiers du PIB français, est consacré aux dépenses sociales. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Alors, c'est chelou parce que s'y prélever aussi peu semble être un tir dans le pied pour la qualité de vie des Maltais. Pourquoi ne pas juste augmenter? En réalité, c'est très simple. Pour ça, il suffit de regarder l'île 5 minutes. Malte est un putain de caillou! Depuis que l'île a rejoint l'Union Européenne en 2004, elle en est son plus petit membre. Qu'est-ce que vous voulez foutre pour faire tourner l'économie d'un caillou? Pas d'industrie, pas d'agriculture, air. Et c'est là qu'on en vient à un problème bien plus préoccupant que Chelsea qui fait de l'optimisation fiscale en Méditerranée. La naissance des paradis fiscaux. L'OCDE définit un paradis fiscal comme un pays où l'imposition est quasi inexistante ou insignifiante, qui n'est pas transparent, où la législation est bloquante pour les échanges d'informations entre les administrations et qui tolère les sociétés écrans fictives. Donc ça, c'est dans les grandes lignes. Et certains pays correspondent ou non en fonction d'où est-ce que tu positionnes le curseur. Dans le monde, on peut parler des Seychelles, le Luxembourg, l'Irlande, Singapour, la Suisse, Chypre, les Pays-Bas, Andorre comme parmi les classicos. Bref, ouais. Ça court les rues. Sauf que tu t'en doutes, ça n'attire pas que des petits streamers. Ça, c'est la micro-minorité. Pour Malte, par exemple, on s'est aperçu qu'une société d'assurance interne de Renault faisait 108 millions de chiffre d'affaires avec un seul employé là-bas. Le mec bosse vraiment très bien. C'est pas pour rien que tous les sièges des grosses entreprises tech en Europe s'installent à Dublin. En réalité, ce sont très souvent les énormes fortunes et les multinationales qui s'y installent et créent des montages pour économiser. Quand c'est légal, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Et lorsque ça devient illicite, de la fraude ou de l'évasion fiscale. Et ça coûte en bras aux autres pays. En France, rien que l'évasion fiscale, donc la partie illégale, coûte plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de milliards d'euros par an. Une belle performance. Je sais que la fourchette est large, mais bon, c'est illégal le truc, hein, donc tu te doutes qu'ils font pas des tableurs Excel qu'ils envoient au fisc tous les ans pour le plaisir. Pour l'optimisation, donc là, par contre, ce qui est légal, c'est à peu près 15 milliards par an. Juste pour la France, hein, c'est... Je pense qu'on n'arrivera jamais à contrôler les paradis fiscaux. Il faut bien comprendre, c'est qu'on peut pas condamner un gouvernement de faire le bien de son peuple. Voilà, les règles sont comme ça.
Et donc lui, il joue avec les règles. Ok, on va passer une vitesse. Lui, c'est l'économiste David Kayla. Il est prof à l'université d'Angers, membre du collectif des économistes atterrés, et les paradis fiscaux, c'est un sujet qu'il maîtrise plutôt pas mal puisqu'il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Bref, vous voyez où je veux en venir. Le truc que je trouve assez dingue, c'est qu'on parle souvent de pays qui sont au sein même de l'Union européenne qui sabotent les autres. Et pour comprendre pourquoi, il faut que vous compreniez ce qu'est le marché unique. En gros, aujourd'hui, vous pouvez étudier, travailler, recevoir des marchandises ou même investir librement dans d'autres pays européens sans aucune régulation. Et ce dernier point, l'investissement, s'appelle la libre circulation des capitaux. Et sur le papier, ça vend du rêve de ouf. Mais le problème, c'est que sur les 27, tous ne sont pas la France ou l'Allemagne. Et dans le cas de pays comme l'Irlande, Malte ou Luxembourg, entrer dans ce marché unique, c'est venir lutter et entrer en concurrence pour faire tourner son économie avec les géants du continent dont on fait partie. Ça veut dire que toute leur épargne, comme sur des pays périphériques, toute l'épargne de leurs propres ménages, de leurs propres investisseurs, va aller investir dans d'autres pays. En Allemagne, en Pologne, dans des pays qui sont au cœur de la dynamique industrielle mondiale. Donc en fait, ils voient leurs propres ressources disparaître. Donc la situation de libre circulation de capital, sans aucun mécanisme de régulation, c'est la mort pour ces économies. Donc ils vont jouer au maximum la carte de la fiscalité, en organisant du dumping fiscal. Dumping fiscal, ça veut dire devenir un paradis en gros. T'as compris ? Draguer des investisseurs aux dépens d'autres pays pour des pays comme l'Irlande ou Malte, il en va de leur survie même. Pour Malte, juste le tourisme ne suffirait jamais et son territoire n'est pas assez intéressant face au reste de l'Europe pour d'autres secteurs. Alors ils se défendent en devenant des sangsues. Pourquoi ? Parce que si on est un petit pays, en fait, on peut agir comme un parasite. C'est-à-dire qu'on se nourrit sur la bête. Le parasite, il va essayer de ponctionner les ressources d'un état plus grand, enfin d'un ensemble beaucoup plus grand que lui. Si le parasite devient aussi grand que l'hôte dans lequel il va pomper les ressources, en fait, il va tuer son hôte et il va rien pomper du tout. Et donc, c'est un rapport entre la taille de l'économie dont on veut détourner les ressources et la taille de sa propre économie. Malte étant un tout petit pays, même s'il détourne un tout petit peu d'argent du reste de l'Union européenne, pour Malte, ça fera beaucoup d'argent. Quand Malte fait perdre 2 milliards de recettes à l'Europe, elle en tire 250 millions de recettes fiscales, ce qui, vu sa taille, lui suffit pour tenir. Le truc, c'est que cette politique, l'Irlande a été la première à la mener dans les années 90 en attirant les géants du numérique. Malte et d'autres ont suivi, devenant bien plus riches qu'ils ne l'étaient au départ. Le problème, c'est que d'autres, plus gros, sont aussi intéressés maintenant, et que le gâteau, il est pas infini. On arrive quand même à des limites parce que de plus en plus de petits pays imitent. Maintenant, c'est alors Chypre, Malte, l'Irlande, le Luxembourg, donc ça arrive des pays, mais quand on commence à tomber sur les Pays-Bas, le Portugal, on finit par avoir la Grèce, on finit par avoir des pays qui deviennent de plus en plus importants, et leur capacité de détourner de l'argent devient de plus en plus faible au fur et à mesure qu'ils sont plus nombreux. Et donc en fait, eux-mêmes sont en concurrence. Alors quoi ? Ça va coûter de plus en plus cher aux pays qui ne se prêtent pas au jeu et ces paradis vont se retrouver de plus en plus en concurrence entre eux. Il doit bien y avoir une solution quand même. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment Bruno Le Maire se félicitait à l'échelle mondiale d'avoir réussi à instaurer un taux minimum d'imposition de 15%. Bruno, c'est forcément un mec cool, il fait ça. En gros, l'idée c'est qu'une loi supranationale empêche les paradis fiscaux. Mais là encore, il y a des failles. Dans les circonstances actuelles de libre circulation du capital, ça veut dire tuer un certain nombre d'économies. Si on commence à dire à un pays, écoutez, il faut avoir un impôt au moins de 15%, c'est à peu près, ou 21%, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, on ne garantira pas que ces pays collecteront réellement l'impôt officiel. Donc, un, ça marchera pas, et deux, si ça marchait, ça serait totalement destructeur. Mais c'est ce qui s'est passé avec l'Irlande, où ils annonçaient 12,5, qui était déjà le taux le plus faible d'Europe. Mais en fait, il y avait ce qu'on appelle les rescrits fiscaux, c'est-à-dire des accords secrets entre le fisc et une entreprise. Et alors, pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils veulent que Google, Apple, etc. s'implantent chez eux. Ils veulent pas dire à leurs partenaires européens, on a 0% d'impôt pour notre entreprise. Et donc, tout pour survivre. Je vais peut-être essayer de me noyer dans la gourde, ça va peut-être régler tous mes problèmes. Ils pourront toujours tricher. C'est ça, les LuxLeaks, c'est tous les papiers dans lesquels on a découvert qu'il y avait énormément d'entreprises qui ne payaient pas l'impôt officiel du Luxembourg parce qu'ils avaient des accords secrets avec le fisc. Les LuxLeaks, c'est ni plus ni moins qu'une liste de tricheurs. Et à vouloir ordonner, on risque juste de démultiplier les leaks tous les ans, quoi. Qui va aller contrôler dans ces pays qui sont quand même des états souverains qu'ils prélèvent réellement l'impôt ? Et quand bien même, ça marcherait. Et tout le monde marche au pas. On fait quoi de ceux comme Malte pour qui sans drague fiscale pour attirer des investisseurs, leur économie s'effondrerait ? On est en plein dans nos contradictions, quoi. C'est-à-dire que à la fois on voudrait bien qu'ils aient nos standards en matière de droit social ou notre fiscalité, et en même temps si on devait l'imposer, on serait obligé d'aller les secourir. Aujourd'hui, des pays comme Malte vont chercher de force l'argent avec leur politique, au point que forcément la corruption s'en mêle très sévèrement jusqu'à transformer radicalement l'île. C'était en 2017, Daphne Caruana Galizia, la plus grande reporter de l'île, avait explosé dans sa voiture qui avait été piégée alors qu'elle enquêtait sur une affaire de vente de passeports européens. En 2013, pour 1 million d'euros, Malte vendait ses passeports aux riches intéressés pour stimuler son économie. Alors parmi ces nouveaux Maltais, en 2018, on trouvait Vadim Vassiliev, le vice-président de l'AS Monaco, ou même Arkady Voloz, le patron de Yandex. Yandex est vraiment cité dans toutes mes putains de vidéos. Bon, il y en a d'autres, mais ce qui veut dire que ces investisseurs sont maintenant citoyens européens. Bref, vous voyez jusqu'où essayer de survivre dans une énorme économie peut aller pour ces petits pays. C'est un casse-tête, mais alors, est-ce qu'il y a vraiment une porte de sortie ? Parce que si on continue comme ça, hypothétiquement, tout le monde devient des paradis fiscaux et les plus petits crèvent de ne plus avoir personne à pomper, et c'est en cours, on est vraiment tous en train de s'y mettre. Vous vous rappelez quand je vous avais dit qu'on reparlerait des 30% d'impôts sur les sociétés en moyenne au début de la vidéo ? La France, pour essayer de lutter, a aussi baissé ses taux de 33%
23% il y a quelques années à 25% prévu pour 2022. Et à l'opposé, si on impose aux paradis fiscaux une fiscalité, leur économie va crever faute de ne plus être avantageux. Deux directions pour le même résultat. Après, Monsieur Kayla a bien une idée, on en a discuté, mais elle est aux antipodes de la logique actuelle. Et que la seule manière d'y arriver, c'est en fait de renoncer à la liberté du mouvement de capitaux. Au sein de l'Union européenne, ça veut dire en fait démanteler le marché unique. Ça veut pas dire démanteler l'Union européenne, l'Union européenne a existé avant le marché unique. Le truc, c'est que le contrôle du mouvement de capitaux, il va servir aussi ces petits pays. S'il y avait le retour au contrôle des mouvements de capitaux, alors leur propre épargne pourrait s'investir dans leur propre pays. Le problème, c'est que cette solution remet en question le fonctionnement même de l'économie néolibérale actuelle, construite autour des marchés et dont la libre circulation est un élément clé. C'est contraire à la logique ambiante, socialo-marxiste. L'idée de Kayla, si on devait la résumer, c'est de pouvoir contrôler les investissements des investisseurs. En bref, l'Irlande pourrait refuser à un de ses investisseurs son projet en Hongrie, Espagne ou Grèce. Avec cette idée, on permettrait aux petits pays de s'extirper d'une concurrence avec laquelle ils peuvent absolument pas lutter. Mais réguler ne suffit pas. Selon Kayla, il faudrait aussi accompagner ces contrôles par des avantages nationaux accordés à certains pays qui ne sont pas aussi favorisés, par exemple géographiquement, que d'autres à l'heure actuelle. Alors là, je vous vois venir. Oui, cette solution peut fonctionner pour l'Irlande, le Portugal ou la Grèce, mais pour Malte ou Andorre, frérot, même ça suffirait juste probablement pas. Et parfois, s'ils n'arrivent vraiment pas à survivre. Comme ils sont pas très nombreux, on pourrait tout à fait les financer, comme on finance Mayotte ou des petites îles qui sont ce qu'on appelle les territoires ultra-périphériques de l'Union européenne, où en gros, il y a des fonds qui vont là. Ce serait pas très coûteux d'améliorer le niveau de vie de Malte en prélèvement un peu de richesse. En fait, la richesse, elle sera prélevée de force, de gré ou de force. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils le font à leur manière, de force, si je puis dire. Donc si on veut les empêcher de faire ça, il faut juste qu'on les subventionne, en fait. Et moi, ça me dérange pas que, au nom de l'unité européenne, au nom du droit de vivre, on régule bien sûr ce qui se passe dans ces pays, mais en même temps on les subventionne. On peut pas à la fois enlever les armes d'autodéfense qui se sont construites et en même temps leur dire débrouillez-vous maintenant, voilà. Mais pour un pays comme Malte, je vois que ça. Le cas de Mayotte est bon, mais il est complexe. C'est un département officiellement que depuis 10 ans et du coup ça fait pas très longtemps que la France s'y essaie vraiment. Et encore, on pourrait sûrement franchement faire plus. Ça prend du temps, mais quoi qu'il arrive, c'est pratiquement certain qu'on se rende compte à la fin que ça reviendrait moins cher de biberonner ces îles que ce qu'elles ne prennent aujourd'hui de force en dumping fiscal. Et puis ça serait juste aussi beaucoup plus simple. Enfin, ça c'est plusieurs pistes, qu'il s'agisse d'une régulation supranationale, d'en finir avec la libre circulation des capitaux ou que sais-je encore, et qui sont évidemment toutes profondément politiques. Là vous avez l'avis de David Kayla, parce qu'il est assez rare dans le spectre des économistes, et puis que je trouve assez intéressant. Mais aucun doute qu'en commentaire ou sur internet vous trouverez plein d'avis divergents. Et c'est très bien. Mon but c'est surtout et avant tout de vous faire réaliser l'ampleur des enjeux pour quelque chose, des streamers à Malte, que l'on pense anodin. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres, disait Einstein. La version économique de ça pourrait sûrement être tant qu'il y aura du libre-échange, il y aura des profiteurs. Ces paradis fiscaux sont les inévitables parasites d'une économie dérégulée. Une économie dans laquelle on baigne tous les jours, presque évidente comme inhérente à notre espèce. Ces questions vont bien plus loin que peut-on blâmer Locklear ou David Lafarge de profiter des règles du jeu à leur échelle, mais de la survie, de la souveraineté de nations dans un monde qui se globalise. Nous sommes plus que jamais interdépendants. Et lorsque l'argent définit bien souvent notre rapport à l'autre, il n'est pas anodin de parfois prendre du recul et reconsidérer ce qu'on en fait.